La garde de nuit à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon s'achevait officiellement à 7 heures du matin, mais une habitude tenace me poussait à rester une demi-heure de plus, le temps de passer en revue une dernière fois les rapports de mes patients. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 34 ans, et cela fait maintenant 3 ans que je travaille comme infirmière au sein de l'unité de soins intensifs. L'air y est toujours chargé d'une tension palpable, un mélange d'odeurs d'antiseptiques et de la sourde angoisse qui flotte autour des machines maintenant en vie des corps fragiles. Mon salaire, qui avoisinait les 2000 € par mois, était une goutte d'eau dans l'océan de mes dépenses. Il suffisait à peine à couvrir le crédit de notre petite maison de village à Pérouges, un havre de paix que j'adorais mais qui dévorait mes finances, et à subvenir aux besoins de ma fille, Léa, qui venait d'avoir 7 ans. Depuis que Stéphane et moi nous étions séparés il y a 2 ans, ma vie était devenue une bataille incessante contre les factures qui s'accumulaient et des journées qui s'étiraient à l'infini, me laissant exsangue. Cette nuit-là, une nuit de mars particulièrement froide où le vent semblait s'engouffrer dans les moindres recoins de l'immense bâtiment hospitalier, je rassemblais mes affaires dans le vestiaire. C'est alors que j'entendis le bruit familier, presque réconfortant, du chariot de nettoyage qui roulait lentement dans le couloir désert. C'était Monique, la femme qui, chaque nuit, redonnait un semblant de propreté et d'ordre à notre étage. Je lui donnais une 60aine d'années, bien que son visage, buriné par le temps et les épreuves, rendait toute estimation difficile. Elle portait invariablement le même uniforme bleu, usé au coude et aux genoux, et ses cheveux gris étaient toujours tirés en un chignon strict, si serré qu'il semblait lui tirer la peau du front. Ses mains, rugueuses et parsemées de taches de vieillesse, étaient le témoignage d'une vie de labeur. Elle ne cessait jamais leur balai incessant de 11 heures du soir à 7 heures du matin. Notre petite tradition avait commencé 6 mois plus tôt. Une nuit, en entrant dans la salle de repos pour une pause bien méritée, je l'avais trouvée assise, seule, contemplant avec des yeux lasses une petite pomme qui constituait, de toute évidence, l'intégralité de son repas. Un sentiment de compassion m'avait submergé. Sans réfléchir, je lui avais tendu la moitié de ma baguette garnie. Elle avait d'abord refusé, avec une dignité presque farouche, mais la faim, plus forte que l'orgueil, l'avait finalement emportée. Depuis cette nuit-là, nous partagions chaque matin le contenu de ma boîte à repas. Parfois, c'était un simple morceau de quiche lorraine, d'autres fois un reste de poulet basquaise que Léa n'avait pas terminé. « Bonsoir, Monique », lui lançai-je en fermant la porte de mon casier. « Bonsoir, ma petite », répondit-elle avec son accent chantant qui trahissait de longues années vécues au Mexique avant son arrivée en France. « Tu as apporté quelque chose de bon aujourd'hui ?» Je sortis de mon sac un récipient en verre contenant une portion généreuse de lentilles du Puy et un morceau de baguette fraîche. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. Nous nous installâmes côte à côte dans la salle de repos, cet espace impersonnel meublé de 2 fauteuils défoncés et d'une machine à café qui fonctionnait de manière aléatoire. Monique mangeait lentement, savourant chaque bouchée comme s'il s'agissait d'un festin. Entre 2 cuillerées, nous discutions. Elle me parlait de sa jeunesse à Guadalajara, de sa propriété familiale au Mexique, et de sa fille, Manon, qu'elle avait perdue 5 ans auparavant dans un tragique accident. De mon côté, je lui parlais de Léa, de mes efforts acharnés pour lui offrir une vie meilleure, de mes rêves de pouvoir un jour lui payer des études décentes. « Vous êtes une femme bien, Chloé », m'avait-elle dit ce soir-là, en s'essuyant les mains sur son tablier. « Le ciel vous récompensera pour votre bonté. » Je lui avais offert un sourire fatigué. « J'aimerais que le ciel paie mes factures, Monique. Ce mois-ci, je vais avoir du mal à joindre les 2 bouts. » Ce que je ne lui avais pas dit, c'est que Stéphane Lambert avait refait surface dans ma vie. Mon ex-compagnon, l'homme dont j'étais tombée éperdument amoureuse à 25 ans et qui m'avait abandonné sans un regard en apprenant ma grossesse, travaillait désormais comme cadre bancaire dans une grande banque lyonnaise. Toujours impeccablement vêtu, arborant ce sourire qui autrefois me faisait fondre et qui maintenant me glaçait le sang. Il était réapparu à l'hôpital 3 semaines plus tôt, affichant une mine prétendument inquiète, désireux de renouer et de faire partie de la vie de Léa. Quelque chose dans cet intérêt soudain sonnait faux, mais il était si insistant, si apparemment plein de remords, que j'avais commencé à baisser la garde. J'étais allé jusqu'à lui confier un double des clés de la maison pour qu'il puisse aller chercher Léa à l'école les jours où j'enchaînais les gardes. Ma mère, qui vivait à Bordeaux, m'avait mis en garde, mais je voulais croire au changement, à la rédemption. Les jours s'étaient écoulés, rythmés par mes gardes épuisantes et mes conversations nocturnes avec Monique. Elle était une présence apaisante au milieu du chaos hospitalier. Ses récits sur sa vie passée, plein d'anecdotes sur des affaires familiales et une aisance qu'elle aurait laissée derrière elle, me semblaient parfois tirés d'un roman.
Je pensais que c'était sa façon de s'évader de la dure réalité, du nettoyage des sols et des sanitaires nuit après nuit. Une aube, à la fin du mois de mars, Monique arriva à notre rendez-vous habituel avec une expression inhabituelle. Ses yeux, d'ordinaire calmes malgré la fatigue, brillaient d'une urgence que je ne lui avais jamais vue. Au lieu de son chariot de nettoyage, elle ne portait que son sac personnel. « Chloé, il faut que je vous parle de quelque chose de très important, » dit-elle en fermant la porte de la salle de repos derrière nous. L'atmosphère devint soudainement pesante. « Que se passe-t-il, Monique? Vous allez bien ?» De son sac, elle sortit une épaisse enveloppe Kraft qu'elle posa sur la table entre nous. À l'intérieur, il y a une clé et une adresse. C'est une belle propriété dans le quartier des Brotteaux, près du parc de la Tête d'Or. Je la regardai, complètement déconcerté. Le quartier des Brotteaux était l'un des plus huppés de Lyon, un endroit où les propriétés valaient des millions. Monique, je ne comprends pas. Écoutez-moi bien, ma petite. Sa voix tremblait d'une intensité qui me fit peur. Ce soir, quand vous finirez votre service, je veux que vous alliez directement à cette adresse. Ne retournez pas à votre maison à Pérouge. Allez chercher Léa à l'école et allez-y directement. Vous avez ma permission de rester aussi longtemps que nécessaire. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Je ne peux pas m'installer comme ça. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous? Ne retournez pas chez vous ce soir. Sa voix avait monté d'un cran, ce qui était totalement contraire à sa nature douce. Votre ex-compagnon, Stéphane, n'est pas celui qu'il prétend être. J'ai fait des recherches. Chloé, il a l'intention de vous faire du mal. Mon cœur s'emballa. Quoi? Mais de quoi parlez-vous? Monique se pencha, prenant mes mains dans les siennes, si rugueuses mais étonnamment fermes. Il y a 3 semaines, quand il est venu à l'hôpital, je l'ai reconnu. Voyez-vous, ma défunte fille, Manon, était aussi infirmière ici. Il y a 5 ans, elle est sortie avec un homme qui travaillait dans une banque. Un homme nommé Stéphane Lambert. Le nom complet de mon ex résonna dans mes oreilles comme une sirène d'alarme. Monique. Ma fille est morte dans l'incendie de son appartement. La police a conclu à un accident, une fuite de gaz. Mais je n'y ai jamais cru. Manon était méticuleuse. Juste avant sa mort, elle avait rompu avec cet homme car elle avait découvert qu'il lui volait de l'argent. Il avait accès à ses comptes, à ses papiers. 2 semaines après sa mort, j'ai découvert que Stéphane avait touché une assurance vie que Manon ne savait même pas avoir souscrite, avec lui comme unique bénéficiaire. J'étais pétrifié, incapable de prononcer un mot. Monique continua, ses yeux s'emplissant de larmes contenues depuis des années. Quand je l'ai vu avec vous, quand j'ai observé sa façon de s'immiscer à nouveau dans votre vie, j'ai su qu'il répétait le même schéma. J'ai engagé un détective privé. Chloé. Stéphane a déjà fait ça. 2 autres fois. Il séduit des femmes seules, des mères célibataires de préférence, gagne leur confiance, obtient l'accès à leurs biens et à leurs finances, puis il organise des accidents. Ce n'est pas possible. Ma voix n'était qu'un murmure. La maison où je vis. Je l'ai héritée de ma grand-mère il y a 1 an. Elle vaut près de 400 000 €. Stéphane m'a aidé avec la paperasse de la succession. Il disait vouloir m'aider à assurer l'avenir de Léa. Et il vous a sûrement suggéré de prendre une assurance vie, n'est-ce pas? J'acquiesçai lentement, sentant l'horreur m'envahir. 2 mois plus tôt, Stéphane m'avait convaincu de souscrire une assurance vie de 500 000 €. Au cas où il t'arriverait quelque chose, Léa sera protégée. J'avais signé les papiers sans lire les petits caractères, lui faisant une confiance aveugle. Mon Dieu! Qui est le bénéficiaire? Votre ex a un double des clés de votre maison, c'est exact? Oui. Pour aller chercher Léa. Ce soir, mon détective a confirmé que Stéphane a engagé 2 hommes. Ils vont provoquer une fuite de gaz chez vous. Le plan est que lorsque vous rentrerez après votre garde, la maison explose. Ça ressemblera à un accident. Léa est en sécurité, car aujourd'hui elle est chez votre voisine, Madame Marie, comme tous les mardis. Mais vous? Je me levai brusquement, tremblante de tous mes membres. Je dois appeler la police. C'est déjà fait. Monique sortit un téléphone de sa poche. Pas le vieux portable fissuré que je lui avais vu utiliser, mais un smartphone dernier cri.
Mais nous avons besoin de preuves solides. C'est pour ça que je veux que vous alliez à l'adresse que je vous ai donnée. De là-bas, en toute sécurité, nous pourrons tout coordonner. Monique. Qui êtes-vous, réellement? La question m'échappa. Pour la première fois en 6 mois, je vis Monique sourire différemment. Elle retira la résille de ses cheveux, laissant une chevelure grise et soignée tomber sur ses épaules. De son sac, elle sortit un étui, enleva des lentilles de contact, révélant des yeux d'un vert éclatant. Puis elle s'essuya le visage avec une lingette, effaçant le maquillage qui avait assombri sa peau, dévoilant des traits qui, bien que marqués par l'âge, étaient fins et distingués. Mon nom complet est Monique Dupont. Je suis la fondatrice et directrice de l'hôpital Édouard Herriot, ou du moins, je l'étais avant de prendre ma retraite il y a 3 ans. Cet hôpital porte le nom de mon père. Mon mari et moi avons bâti un réseau de 12 hôpitaux privés dans toute la France. Quand Manon est morte, je me suis retiré. Je ne supportais plus d'être ici sans elle. Je me laissais retomber sur la chaise, mon esprit refusant de traiter l'information. Après sa mort, c'est devenu une obsession. J'ai engagé des enquêteurs pour découvrir la vérité sur Stéphane, mais il était prudent. Pas assez de preuves. Alors j'ai décidé de faire autre chose. Je me suis déguisé et je suis revenu à l'hôpital où ma fille a travaillé, où elle est morte pour avoir fait confiance au mauvais homme. Je suis revenu comme agent d'entretien, invisible, observant. Je voulais trouver ces autres victimes. Je voulais sauver quelqu'un, puisque je n'avais pas pu sauver ma Manon. Et vous m'avez trouvé. Je vous ai vu avec lui il y a 3 semaines. Sa façon de vous regarder, de vous manipuler. C'était exactement la même chose. Et quand j'ai vu comment vous traitiez votre fille, quand j'ai été témoin de votre bonté, de votre lutte, vous ressembliez tellement à Manon. Elle aussi, elle partageait ses repas. Elle aussi travaillait jusqu'à l'épuisement pour aider les autres. Les larmes coulaient sur mes joues. Monique s'approcha et me serra dans ses bras. Dans cette étreinte, je sentis des années de douleur, mais aussi une détermination de fer. Je ne le laisserai pas vous faire ce qu'il a fait à ma fille, murmura-t-elle. Plus jamais. L'enveloppe était toujours sur la table. D'une main tremblante, je l'ouvris. À l'intérieur, une clé, une carte avec une adresse rue de 16, et un document. Je le lus rapidement et faillis m'évanouir. C'était un contrat de location temporaire à mon nom, payé d'avance pour 6 mois. Il y avait aussi une carte de crédit à mon nom et une note, pour les urgences. Sans limite. Monique, je ne peux pas accepter tout ça. Ce n'est pas de la charité, Chloé. C'est la justice. Et puis, j'ai besoin que vous soyez en sécurité pendant que nous attrapons ce monstre. Ses yeux brillaient d'une férocité protectrice. Le détective a installé des caméras dans votre maison avec une autorisation judiciaire. Ce soir, nous allons filmer les hommes que Stéphane a engagés. Nous aurons des preuves irréfutables. Et Léa, votre voisine, Madame Marie, est déjà au courant. Un agent en civil surveille son appartement. Léa est en parfaite sécurité. Mais vous ne pouvez pas y retourner. Si Stéphane se doute de quelque chose, il changera ses plans. Je regardai l'horloge. 7h15. Normalement, je serais en train de quitter l'hôpital, en route vers ma propre mort. Les heures qui suivirent furent un tourbillon confus d'appels téléphoniques, de rencontres avec des inspecteurs et un déménagement furtif vers une propriété qui semblait sortie d'un magazine de décoration. Monique, méconnaissable sans son déguisement, coordonnait tout avec l'efficacité d'une femme habituée à diriger. La propriété rue de 16 avait 3 chambres, des parquets en chêne massif et une vue imprenable sur le parc de la Tête d'Or. C'était le genre d'endroit que je n'aurais jamais pu m'offrir, même en Divie. À 4 heures de l'après-midi, j'allais chercher Léa à l'école. Ma fille, avec ses couettes mal faites et son sac à dos licorne, ne comprenait pas pourquoi nous n'allions pas à la maison. « Maman, pourquoi on va ailleurs ? » « C'est une surprise, mon trésor. Une dame très gentille nous prête sa maison pour quelques jours. » Dans la propriété, Monique avait déjà préparé la chambre de Léa avec des jouets et des livres neufs. Ma fille la regarda avec curiosité. « Tu es la mamie de maman ? » Monique s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, et je vis ses yeux s'embuer de larmes. « Non, ma puce. Mais si tu veux, j'adorerais être comme une mamie pour toi. » Ce soir-là, tandis que Léa dormait,
Monique et moi étions assises dans le salon avec l'inspecteur Nicolas Martin. Sur un ordinateur portable, il nous montra les images des caméras. À 21h30, comme prévu, 2 hommes entrèrent avec une clé. Les caméras filmèrent tout, comment ils déconnectèrent la tuyauterie de gaz dans la cuisine, comment ils placèrent un dispositif sur l'interrupteur de l'entrée pour créer une étincelle. Quand Chloé serait rentrée et aurait allumé la lumière. Laissa-t-il la phrase en suspens. Monique serra ma main. Mais vous n'êtes pas rentré. Et maintenant, nous avons tout. Et Stéphane? Demandai-je. Nous traçons toutes ces communications. Nous avons trouvé des virements bancaires depuis des comptes offshore qu'il contrôle. Nous rouvrons aussi les dossiers sur la mort de Manon et des 2 autres femmes, Margot et Clara. Maintenant que nous savons quoi chercher, nous trouvons des schémas, des polices d'assurance modifiées, des accidents bien commodes. Les jours suivants furent surréalistes. J'essayais de maintenir une routine pour Léa, malgré le luxe qui nous entourait. Monique venait chaque après-midi, jouant avec Léa, m'aidant à tenir le coup. Le lendemain de l'accident qui n'eut jamais lieu, Stéphane m'appela, sa voix suintant une fausse inquiétude. « Chloé, ta voisine m'a dit que vous n'étiez pas rentrée. Où êtes-vous ? Nous avons pris quelques jours de congé. Nous sommes chez une amie, mentis-je, la voix calme. Mais ta maison. Je passe par là. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? J'aurais pu vous aider. Nous allons bien, Stéphane. Un long silence. Je l'imaginais, furieux, essayant de comprendre. Quand est-ce que vous rentrez ? Je ne sais pas encore. Je dois te laisser. Je raccrochai. Monique, qui avait écouté, hocha la tête. Bien joué. Le maintenir dans l'incertitude est la meilleure stratégie. Une semaine plus tard, l'inspecteur Martin appela. On l'a. On va l'arrêter cet après-midi. Les enregistrements, les confessions des hommes de main, les relevés bancaires. Nous avons tout. Stéphane Lambert va être inculpé pour 3 homicides avec préméditation et une tentative d'homicide. Je m'assis lourdement. C'était réel. Tout était horriblement réel. Monique s'assit à côté de moi. Comment vous sentez-vous ? Je ne sais pas. Effrayée, reconnaissante. Si ce n'était pas pour vous. Si vous n'étiez pas le genre de personne qui partage son repas avec une inconnue, je n'aurais jamais cherché à vous aider, m'interrompit-elle. Pourquoi avoir fait tout ça ? Le déguisement, le travail. Elle regarda par la fenêtre. Quand j'ai perdu Manon, j'ai perdu ma raison de vivre. Mon mari était décédé 2 ans plus tôt. L'argent, les hôpitaux. Plus rien n'avait de sens. Alors j'ai décidé que si je ne pouvais pas la ramener, je pouvais au moins honorer sa mémoire en empêchant d'autres femmes de subir le même sort. Travailler comme agente de nettoyage m'a appris plus sur l'humanité en 6 mois que 40 ans à diriger un empire. Et puis je vous ai rencontré. J'ai vu comment vous aimiez votre fille, comment vous trouviez encore la force d'être bienveillante avec une vieille femme de ménage. Vous m'avez tellement rappelé Manon. Sa voix se brisa. Laissez-moi finir. Ma fortune est considérable, Chloé. Je n'ai pas d'héritier. À quoi sert tout cet argent s'il ne peut pas protéger des gens comme vous ? Je veux créer une fondation. Une fondation pour les femmes en situation de vulnérabilité. Elle portera le nom de Manon. Et je veux que vous la dirigiez. J'étais sans voix. Vous êtes infirmière, vous connaissez les difficultés des gens. Vous aurez tout mon soutien logistique et financier. Mais c'est vous qui déciderez comment aider. Monique, je ne sais pas si je peux. N'y pensez pas maintenant. Vous devez d'abord guérir. Mais sachez que vous avez des options. Cette propriété est à vous si vous la voulez. Un poste d'infirmière superviseur vous attend à l'hôpital. Et si vous acceptez ma proposition, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des factures. Cette nuit-là, sur le balcon, je contemplais les lumières de Lyon. Léa dormait paisiblement. En une semaine, ma vie avait basculé. J'avais frôlé la mort, découvert une horrible vérité, et trouvé en Monique une figure maternelle inespérée. L'arrestation de Stéphane fit la une des journaux. Le procès, 6 mois plus tard, fut une épreuve. Le voir, si arrogant, me révulsait. Mais quand je témoignai, racontant mon histoire, je vis son masque tomber.
Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Pourquoi? Lui demanda le juge. Il répondit d'une voix blanche, parce que c'était facile. Des femmes seules, désespérées de croire qu'on les aimait. C'était juste un business. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité. Après le procès, une nouvelle vie commença. J'acceptai l'offre de Monique. Je devins la directrice de la Fondation Manon Dupont, dédiée à aider les femmes victimes de violences économiques. Je repris aussi le travail d'infirmière, mais de jour, avec un salaire décent. Nous avons quitté la maison de Pérouge, pleine de trop de mauvais souvenirs. Monique insista pour que nous restions rue de 16, mais c'était trop. Nous trouvâmes un compromis, une maison de ville confortable dans le quartier de la Croix-Rousse. Un vrai chez nous. Léa appelle maintenant Monique, Mamie Monique. Elle vient dîner 2 fois par semaine, nous prépare des plats mexicains et apprend à Léa à jouer aux échecs. Je vois la vie revenir dans ses yeux. 1 an après, nous inaugurions la fondation à l'hôpital Édouard Herriot. Dans mon discours, j'ai parlé de la bonté, de comment un simple geste, partager un repas, avait tout changé. Mon histoire aurait pu se terminer en tragédie, dis-je, mais elle s'est transformée grâce à une femme qui a changé sa douleur en mission, sa perte en action. Grâce à Monique Dupont, qui m'a appris que les anges gardiens portent parfois les déguisements les plus inattendus. Plus tard, sur le balcon, je lui demandai, « Vous ne regrettez jamais ?» « Jamais », répondit-elle. « Vous trouvez, vous sauver, et avoir Léa dans ma vie. Manon serait fière. » « Elle l'est, » dis-je avec conviction. 3 ans plus tard, la fondation avait aidé plus de 500 femmes. Chaque vie sauvée était une victoire. Léa, qui a maintenant 10 ans, veut devenir avocate pour aider des gens comme maman et mamie Monique. Quant à moi, je continue mes gardes à l'hôpital 2 jours par semaine. Cela me garde ancré dans la réalité, dans l'importance de la compassion. Et chaque fois que je croise un membre du personnel de nettoyage, je m'arrête, je salue, je partage un café. Car j'ai appris que la plus petite des bontés peut changer le cours d'une vie. J'ai appris que la justice arrive parfois de manière inattendue, et que même dans la plus profonde obscurité, il y a de la lumière. La générosité nous connecte, la compassion nous sauve, et les miracles se présentent parfois sous les traits d'une femme âgée, avec un chariot de nettoyage et un cœur de mère qui a refusé de laisser l'amour mourir avec sa fille.